Après la mondialisation heureuse, l'Europe est-elle vouée à une vassalisation heureuse entre une Amérique affaiblie et une Chine impatiente d'imposer sa puissance? Comment le vieux continent peut-il encore se faire une place forte dans un ordre mondial totalement chamboulé? Écoutez. On est à un moment de rupture un peu de notre ordre international. Et le monde qu'on avait construit après la Deuxième Guerre mondiale, qui reposait sur ce qu'on appelle le multilatéralisme et donc de la coopération entre les puissances, il est en train de se fissurer, de se fracturer, pour ne pas dire qu'il est déjà en train de se refragmenter. C'est ça ce qui est à l'œuvre. Et ce que certains veulent installer à travers leur discours. Et c'est de passer au fond d'un monde multilatéral à un monde multipolaire, avec quelques puissances qui structurent le monde et des vassaux, si je puis dire, mais qui ne travaillent plus ensemble. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Bonsoir François Lambert. Bonsoir Margot. Je suis ravie de vous recevoir en plateau. Votre livre qui sera le prochain maître du monde aux éditions Plomb. On l'entend dans les mots d'Emmanuel Macron, le monde a changé, d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est forcément l'intégrer que de le dire? Non, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que sur le constat, c'est évident, il a raison, mais il fait une erreur d'analyse complète, dans le sens où nous retrouvons le monde normal. En fait, le monde anormal, c'était le monde d'avant. Celui qui était régi par ce que Macron appelle le multilatéralisme, à juste titre, mais qui en réalité était celui du surplomb, de l'hégémonisme américain, qui était au fait de sa puissance. Vous savez, le cycle des superpuissances, c'est toujours un petit peu le même. Il a été longuement décrit par des historiens britanniques comme Paul Kennedy. En gros, ça dure un siècle. Ça commence toujours avec l'économie. En réalité, avec la démographie, qui est le soubassement de l'économie. Et puis, justement, il y a une ascension progressive. On a vu ça aux États-Unis avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième. Et puis, évidemment, la chute du mur de Berlin, qui a consacré leur triomphe, parce qu'ils étaient devenus ce qu'Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance. Et ce triomphe a duré 30 ans. En fait, ces 30 ans, de la chute du mur jusqu'à la guerre d'Ukraine, c'est une parenthèse, comme il en arrive une par siècle. Le problème, c'est que, évidemment, pour des gens comme nous, ça représentait l'essentiel de notre vie d'adulte. Donc, on a tendance à dire, rendez-nous le monde normal. On n'est pas prêt. Mais on n'est pas prêt du tout. Parce que le monde de la confrontation des grandes puissances, c'est ce que la planète connaît depuis des siècles, à part quelques brefs intermèdes, comme celui qui vient de se terminer, qui a été très profitable à l'Europe, c'est aussi pour ça, évidemment, qu'elle veut y revenir, qui ressemble d'ailleurs à la fin du 19e siècle. À l'époque, le maître du monde, c'était le Royaume-Uni, le royaume victorien. Vous voyez l'apogée du règne victorien, où le Royaume-Uni, le plus grand empire jamais bâti par l'homme. Un quart des terres émergées. Une marine qui est 7 fois plus importante que la deuxième au classement mondial. Donc, et comme par hasard, d'ailleurs, ces deux périodes, domination britannique, fin du 19e, domination américaine, fin du 20e, début du 21e, eh bien, ce sont deux périodes de mondialisation, parce que la mondialisation, le multilatéralisme, pour reprendre les propos du président, elle a besoin d'un maître qui fait disparaître le risque géopolitique et qui Pour l'instant, on n'en a pas. Et on n'en a plus, parce que le maître ne veut plus être le maître. Ce sont évidemment les États-Unis, parce que il est justement un peu sur le déclin. Et Paul Kennedy explique bien que toutes les grandes puissances, à la fin de leur domination, sont victimes de ce qu'il appelle la surexposition impériale. Ils sont fatigués d'aller combattre aux quatre coins du monde, de perdre des hommes, de consacrer des ressources qui sont moins importantes, des milliards, des centaines, des milliers de milliards consacrés à l'industrie de la défense. Et au bout d'un moment, ça fatigue. Le Royaume-Uni s'est retiré des affaires mondiales. Peu après, il y a eu la guerre de 14, parce que la poussée allemande était très forte. Eh bien, les États-Unis se retirent des affaires mondiales, par-delà les foucades de Trump qui fait semblant de régler les conflits, etc., qui en réalité agit en surface. Au fond, la stratégie de Trump est très maligne. C'est celle que Michael Beckley, c'est un essayiste américain, appelle la superpuissance voyou. Tout pour ma gueule. Autrement dit, je rançonne mes alliés, parce que ce sont les plus faibles, et je négocie avec mes ennemis. Et c'est ça, notre monde. Le président dit très clairement « Je regrette des puissances qui ne travaillent plus ensemble ». Mais est-ce qu'on peut considérer la France comme une puissance à l'heure actuelle, François Langlais? C'est une puissance moyenne déclinante, comme d'ailleurs la plupart des puissances européennes. Si vous voulez, pendant cette grande parenthèse que j'évoquais à l'instant, on pouvait se prévaloir du statut
de coadjuteurs de l'ordre mondial. Il y avait les États-Unis juste à côté de nous. On était dans le même camp. On était leurs copains européens. Oui, en fait. c'est ça. On était membres de cet empire occidental qui, à la faveur d'une extraordinaire dilatation il y a 500 ans, avait conquis la planète et qui, depuis 100 ans, est en voie de rétraction. Et le mouvement s'accélère depuis 10 ou 20 ans sous la poussée du Sud global. Donc, puissance, si ça nous fait plaisir de nous appeler puissance, pourquoi pas ? Mais il faut quand même avoir le sens des proportions. Ça n'est pas pour ça que nous sommes foutus. Et c'est là où, évidemment, le fait, c'est important de considérer son vrai poids. Mais vous savez, il y a des moments où la France a été vraiment en grande difficulté, où par la force, l'intelligence de ses diplomates, elle a réussi à préserver une place dans le concert mondial. Je pense évidemment à 1815 et au rôle qu'a joué Talleyrand après l'écrasement du pays à Waterloo. Toute l'Europe a mis 20 ans à écraser la Révolution française et puis la période napoléonienne. Et Talleyrand joue admirablement bien des inimitiés entre les uns et les autres parce qu'il connaît ce monde, parce qu'il connaît les vulnérabilités humaines. Et c'est le propre des diplomates, des bons diplomates, d'être comme ça. Malheureusement, on n'en a plus beaucoup en magasin où ils ont été écartés par le régime présidentiel qui considère que c'est lui qui doit tout faire. Vous dites justement qu'il faudrait une révolution idéologique complète. Oui. Il faudrait faire quoi pour rester dans le jeu, comme disent les jeunes ? Il faut comprendre que le monde est peuplé de pays qui pensent d'abord à leurs intérêts. Et que le règne, justement... Vous savez, il y a un truc qu'on entend beaucoup, notamment de notre président, c'est « il faut revenir à l'époque où c'était le droit qui prévalait sur la force ». Billevesée. Allez dire ça à un Africain ou un Asiatique dans les 30 dernières années, c'était le droit qui prévalait sur la force. Pas du tout. Nous, on avait cette impression, parce que c'est nous qui faisions le droit, justement aux côtés des États-Unis. Donc on avait la position du puissant, et on disait, chers amis, restez tranquilles, on vous jette quelques cacahuètes de temps en temps, mais ne touchez pas à l'ordre mondial. Bon, tout ça vole en éclats, et il faut qu'on en prenne acte, et qu'on se choisisse des spécialités, qu'on les défende, qu'on les protège. Il faut travailler notre souveraineté. C'est un chantier monumental. C'est une génération entière d'efforts pour reconstruire la souveraineté en matière énergétique, de terres rares, de médicaments, etc. C'est essentiel. Alors on en parle beaucoup. On a un président qui est le champion mondial des discours, mais il faut agir. Et pourquoi on ne le fait pas ? C'est quoi ? C'est un manque de courage ? Je pense que, si vous voulez, il y a d'abord, on ne veut pas prendre acte de la réalité. Au fond de nous, il y a l'idée que le monde d'avant va revenir. C'est un peu un état de sidération dans ces cas-là. C'est plus grave que ça. Je pense qu'il y a une part de déni de la réalité. Vous savez, Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier, raconte justement l'état d'esprit de ses parents avant 14. Et il dit, voilà, il considérait le monde d'avant, donc celui du XIXe siècle, une longue période de paix, comme aussi solide qu'un château alors qu'il était bâti sur des nuées. Et on est dans l'état des parents de Stefan Zweig, c'est-à-dire, on imagine que ça va revenir. Il faut prendre acte de la réalité, c'est la première chose. Il faut se protéger, s'équiper, investir. Et c'est là où il y a une question qui est tout aussi difficile. Les dividendes de la paix, nous les avons affectés à l'extension de notre État-providence et à la diminution du temps de travail. Ce sont des comportements de beau temps. Mais quand le temps n'est plus beau, il faut changer de comportement. Et ça va être difficile parce que ça sous-entend des efforts importants pour nous tous. Mais tout de même, vous dites que ce sont des crises que nous sommes auto-infligées. Pour une part, c'est vrai, pour la France. La crise politique et la crise budgétaire. Ouais. C'est pas un Chinois qui a trébuché avec une éprouvette remplie de Covid, et qui après a mis le pied dedans pour aller au marché de Wuhan. Ça, je veux dire, ça nous tombe dessus, on n'y peut rien. Mais c'est la situation budgétaire, c'est le résultat d'une politique budgétaire pendant un certain nombre d'années. Alors, ça n'a pas Depuis des années, donc. Oui. Le fait que tout le monde doit prendre ses responsabilités d'une certaine manière. Ça s'est aggravé quand même, disons, depuis 6 ou 7 ans. Je regardais les chiffres avant même d'arriver sur ce plateau, sur l'évolution des dettes publiques. Entre 2017 et 2020, donc le Covid, la dette publique augmente en France d'un peu plus de 13 points de PIB. Ça fait 400 milliards d'euros.
la moyenne de la zone euro pour la même période, alors que, évidemment, la zone euro connaît aussi le Covid, eh bien, c'est 3 fois moins. Donc, on a dépensé 3 fois plus que les autres. Pourquoi, au fait ? Pour renforcer notre industrie pharmaceutique ? Pour s'équiper en matière d'armement ? Pour améliorer la transition énergétique ? Non. Pour rembourser le Doliprane. Donc, on a à la fois dépensé beaucoup et dépensé pour rien. Vous savez, et à l'époque, les taux étaient à 0. Ça me fait penser à cette histoire. Vous avez dû connaître ça quand vous étiez enfant. C'est un conte étonnant. Voilà, c'est un couple qui traverse une forêt. Il tombe sur un crapaud et le crapaud est en difficulté. La femme le sauve, l'embrasse. Pof, c'est un prince. Et le prince lui dit, écoute, pour te remercier, tu vas avoir 3 vœux. Et donc le mari ne réfléchit pas. Il dit, voilà, je veux un repas extraordinaire. Il arrive à un repas extraordinaire. La femme lui dit, mais qu'est-ce que tu es bête, tu as gâché un vœu. Eh bien, je souhaite qu'une saucisse te pousse sur le nez. Immédiatement, il se retrouve, il n'y a plus qu'un vœu, il a une saucisse sur le nez, et ils en viennent à la nécessité d'utiliser le 3e pour enlever la saucisse. Ils ont cramé leur vœu pour rien. C'est un peu ce qu'on a fait, nous, avec les taux à 0. On les a utilisés, je ne dis pas pour des choses sans intérêt, mais pour des choses qui, en tout cas, n'ont pas amélioré notre résistance dans ce monde de confrontation. Qu'a changé l'invasion de l'Ukraine, François Langlais ? Surtout que depuis quelque temps, nous entendons cette petite musique de fond. Je vous laisse écouter les propos de Bernard-Henri Lévy qui était sur ce plateau. Trump aurait pu être le leader du monde libre, être même un peacemaker. Il a choisi d'être un dealmaker. Donc il fait des deals. Pour lui, c'est sa philosophie. Voilà. Witkoff, c'est la même chose. Aujourd'hui, la diplomatie américaine est menée par des promoteurs immobiliers et par des courtiers en affaires. Mais vous dites, François Langlais, Donald Trump n'est pas un accident, mais un symptôme. Vous dites même MAGA, qu'on pourrait traduire par TPMG, tout pour ma gueule. C'est quoi ? C'est fait pour minimiser le déclin américain, cette attitude-là ? Pourquoi Donald Trump agit-il ainsi ? Je crois que c'est l'attitude la plus rentable. C'est là où je différerais de Bernard-Henri Lévy. Si c'était juste une bande de promoteurs immobiliers qui avaient fait main basse sur la Maison-Blanche, ça serait très grave, mais ça serait pas si grave, parce qu'ils s'en vont dans 2 ans. En réalité... Et pas assez bon pour rester, de fait. Oui, mais en réalité, vous savez, quand la première fois que Trump a été élu, on s'est dit, puis il y a eu Biden, on s'est dit, mais en fait, l'embardé, c'était Trump. Aujourd'hui, on comprend que l'embardé, c'était Biden. En fait, depuis Obama, il y a une tendance à l'isolationnisme américain. Et pourquoi Trump le pousse à son paroxysme ? Parce que c'est l'attitude la plus rentable pour le pays. Entretenir un ordre mondial comme ils l'ont fait jusqu'à présent, ça coûte cher. Ça coûte cher en vie, ça coûte cher en argent, on l'a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, Trump se dit, compte tenu de l'avance relative que j'ai en matière de technologie, de l'effet d'attraction que représente mon marché, du fait que l'énergie est pas chère, que j'ai les meilleures universités du monde, eh bien, si je joue en solitaire, en essayant de récupérer le maximum d'avantages de cette position, je m'en porterai mieux. Finalement, ça me rapporte davantage de rançonner mes alliés que de susciter de leur part de la loyauté. Et c'est un calcul cynique, mais qui est malheureusement assez juste du point de vue des États-Unis. D'autant que en face arrive un rival sacrément puissant avec la Chine. Ça fait longtemps qu'on le voit arriver. Mais là, on a une Chine quand même nouvelle, qui s'installe. Et de ce point de vue, si on se place avec les yeux de l'Amérique, cette attitude n'est pas malheureusement pas si absurde. Et je crains que par-delà les variations liées au tempérament des hommes, elles ne soient durables et qu'elles ne perdurent, qu'elles ne survivent à Trump. Mais pourtant, vous dites que l'Amérique montre tout de même des signes classiques d'un empire en fin de cycle. Oui, justement parce que, vous savez, c'est la dialectique de Hegel qui a été commentée par un professeur dans l'entre-deux-guerres qui s'appelle Alexandre Kojève, qui a écrit un livre d'ailleurs qui est publié par Gallimard, qui s'appelle Introduction à la lecture de Hegel, et il fait une parabole, commentaire de la parabole du maître et de l'esclave. Pourquoi est-ce que le maître est le maître ? Parce qu'il n'a pas peur de risquer sa vie pour défendre son prestige. Pourquoi est-ce que l'esclave est un esclave ? Parce qu'il a peur, qu'il préfère se soumettre au maître. Dès lors que le maître ne veut plus risquer sa vie,
il est en situation de dépendance et il devient l'esclave de l'esclave. Donc on voit bien que les États-Unis sont dans cette situation-là. Même s'ils essaient de maximiser leurs avantages aujourd'hui avec cette stratégie MAGA, de fait, leur poids relatif dans l'économie mondiale n'est plus le même. Il faut regarder, depuis les années 60, la part du PIB américain, elle a chuté considérablement. Et bon, ils gardent un avantage démographique parce qu'ils sont une population active qui va continuer à augmenter pendant 15 ans. Enfin, globalement, c'est quand même un empire en voie de rétraction. Il y a une hypothèque financière aussi assez importante parce qu'il y a des désordres financiers qui sont classiques. C'est pas la fin du monde, mais la bulle autour de l'Internet, pas l'Internet justement, qui ressemble à celle de l'Internet, mais de l'IA. Donc, un jour ou l'autre, il y aura une secousse financière aux États-Unis. Et de ce point de vue, il y a des signes de fragilité qui sont là. Et je pense qu'on ne peut pas les éluder, même si les États-Unis ont de beaux restes. La grande question, c'est est-ce que la Chine est prête à devenir le maître du monde? Écoutez Xi Jinping qui parlait de ses investissements dans tous les secteurs possibles. Écoutez. Les deux parties ont convenu de consolider leur coopération traditionnelle dans les domaines de l'aérospatial et de l'énergie nucléaire, d'étendre leur coopération aux industries émergentes, notamment l'économie verte et numérique, les produits biopharmaceutiques et l'intelligence artificielle. En partant d'un pays pauvre, communiste, isolé, est devenu en quelques années une puissance capable de rivaliser avec les États-Unis. Plusieurs choses. D'abord le génie des dirigeants, Deng Xiaoping et ses héritiers, Hu Jintao, Jiang Zemin. Voilà, si vous voulez, c'est des gens qui resteront dans l'histoire par leur vision, la qualité de leur management. De ce point de vue, l'actuel n'est pas du tout à la hauteur, c'est une buse. C'est un maoïste non réformé, qui est dominé par des considérations idéologiques. C'est le rejeton final de cette longue lignée de dirigeants brillants. Deuxième chose, le travail. Et une génération très nombreuse, qui est née dans les années 50, 60, qui est arrivée justement au moment de l'ouverture. Des centaines de millions de gens ont rejoint la population active chinoise. Le miracle chinois, c'est d'abord ça, c'est d'abord la démographie. Cette bosse démographique liée au maoïsme qui encourageait les Chinois à faire des enfants. Et ces gens-là sont intégrés sur le marché du travail, et le marché du travail mondial. Et puis, il y a aussi autre chose, et je dis ça à moi qui ai vécu en Chine à l'époque communiste, et j'ai vu vraiment la contrainte formidable que représentait cette dictature. Et puis, encore, les époques que je n'ai pas connues, mais qui étaient auparavant, on me les a racontées, toutes les catastrophes, les révolutions culturelles. Mais le communisme a au moins eu une réalisation considérable qui manque à l'Inde aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de développement économique aussi important en Inde qu'en Chine. C'est qu'elle a construit un socle en donnant de l'éducation à tout le monde, de l'alimentation à tout le monde, de la santé à tout le monde, et que le communisme a aussi éradiqué le féodalisme. À l'époque où j'y étais, dans les années 80, il y avait autant de femmes chefs d'entreprise que d'hommes. Il y avait des femmes ministres, alors que chez nous, il n'y en avait pas. Donc, rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de promouvoir le communisme tout de même, François Lambert. Non, loin de moi cette idée. Mais l'objectivité qui me caractérise m'oblige à reconnaître ça, c'est que après ce que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation, 1842, traité de Nankin, par lequel les Britanniques forcent l'ouverture des ports chinois au commerce de la drogue, jusqu'en 1949, la prise de pouvoir par Mao Tse-tung, eh bien, les communistes ont reconstruit un socle à partir duquel cet homme génial, qui a été Deng Xiaoping, a inauguré le plus grand rattrapage économique de tous les temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une faute qui peut être attribuée aux Américains? On a fait de la Chine l'atelier du monde. Donald Trump s'en plaint souvent concernant la haute technologie, notamment. Est-ce que les Américains ont laissé faire d'une certaine manière pendant des années? C'est une question très intéressante et sur laquelle c'est difficile d'avoir un avis tranché. Tout ça remonte à la stratégie de Kissinger et de Nixon, dans les années 70. Stratégie géniale, où, pour scinder le bloc entre la Russie et la Chine, problème qui se pose aujourd'hui. Qui se pose actuellement. Les États-Unis prennent le plus faible, la Chine,
et essaient de le décoller de l'URSS. Et ils sont d'ailleurs, disons, aidés en cela par le fait que Mao n'aime pas du tout les soviétiques. Et finalement, cette stratégie, 10 ans plus tard, elle débouche sur la normalisation des relations diplomatiques entre les deux géants et sur l'ouverture économique. Il paraît, je n'étais pas là, mais que Nixon, visitant la Chine au début des années 90, et notamment Hangzhou, qui est le berceau du e-commerce et de Alibaba notamment, a dit, en voyant l'extraordinaire transformation de la ville, avec les tours illuminées, « J'y suis probablement pour quelque chose ». Il avait raison. Alors, on est allé probablement trop loin. Peu après, c'est Clinton qui a ouvert grandes les portes de l'OMC en accordant le statut de membre à la Chine, alors que de facto, elle jouait pas tout à fait avec les mêmes armes. Mais on s'est dit, en intégrant la Chine dans le commerce mondial, nous allons la pacifier. C'est un peu une forme de naïveté, il faut le dire, François Langlais. Oui, c'est vrai, c'est une forme de naïveté. C'est une forme de naïveté, mais je peux vous dire, pour avoir vécu cette époque-là, je n'ai jamais cru au fait que la Chine deviendra une démocratie, parce que quand on connaît le pays, on ne peut pas y croire une seconde. Mais on se disait, finalement, les effets stabilisateurs du commerce mondial et justement de la montée du niveau de vie, probablement, ça rendra la Chine moins instable. Donc même si elle devient dangereuse au plan économique, elle sera moins dangereuse au plan militaire de la révolution. C'était probablement un calcul hasardeux, mais dans le contexte de l'époque, c'était un pari qui n'était pas saugrenu. En parlant d'un autre calcul, est-ce que la suprématie économique permet forcément de devenir leader géopolitique, militaire sur la scène internationale et de changer l'ordre mondial? C'est un peu ce que la Chine a voulu faire quand on a condamné, pointé du doigt pour les Ouïghours, fait en sorte que les pays du Sud global la suivent, un peu dans sa manière de voir le monde. Est-ce que c'est sa suprématie économique qui a permis ça, ou en fait il faut dissocier les deux? Là encore, c'est une question fondamentale et sur laquelle on ne peut pas avoir d'avis tranché. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de puissance diplomatique sans force économique. Voilà. Paul Kennedy le dit d'ailleurs très bien. Il dit « Toute variation relative de la puissance économique se traduit immanquablement par une variation de la puissance politique. » Illustration, les 3 derniers jours, avec la visite du président français en Chine. Bon. Au-delà du bazar politique qui est dans le pays, c'est vrai qu'au plan économique, ça va pas terrible non plus, plan budgétaire. Donc la force, elle est assise sur l'économie. Qui, il faut le dire aussi, est assise sur la démographie. Donc le vrai sujet, c'est la démographie, l'économie et la puissance politique. Maintenant, là où votre question est intéressante, c'est que pour la Chine, on peut quand même se poser... D'abord, il y a une vulnérabilité démographique considérable, donc qui hypothèque sur le moyen terme l'économie. C'est vrai qu'ils se robotisent, etc. Mais enfin, la Chine est en route pour être l'EHPAD du monde, après avoir été l'usine du monde. Mais il y a une question supplémentaire, c'est au fond, la Chine veut-elle vraiment être maître du monde ? C'est vrai qu'elle est animée par un puissant ressentiment contre l'Occident, à cause du siècle de l'humiliation qu'on évoquait à l'instant, et qu'elle considère, à juste titre d'ailleurs, que l'Occident lui a volé sa place. Vous savez, c'est Angus Madison qui a reconstitué tous les PIB de tous les pays depuis l'an 1000. On voit très bien que de l'an 1000 jusqu'en 1850, la Chine, c'est 20 à 25% du PIB mondial. Puis, ça se détraque. Donc, pour la Chine, nous sommes des usurpateurs. Et il est temps, Xi Jinping l'a dit clairement, de reprendre leur place aux usurpateurs. Mais la Chine n'a pas, contrairement aux Occidentaux, la Chine n'a pas de rêve d'hégémon parce que, fondamentalement, elle pense qu'elle est déjà le centre du monde. Pourquoi diable aller conquérir le monde si vous êtes l'empire du milieu ? Et il y a des tas d'histoires qui témoignent de ça. Vous savez, les expéditions de l'amiral Zhang He, qui est presque contemporain de Christophe Colomb, qui part, pas conquérir le monde, justement, témoigner de la grandeur chinoise au reste du monde. Et il embarque dans ses bateaux les merveilles de l'époque. Et il rentre, et il revient à la cour, on lui dit alors, là, mais, les amis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ces gens-là sont des primitifs. Et on décide alors d'interrompre le cycle de grande navigation. Et c'est ça aussi la Chine. Donc elle est très attentive à sécuriser sa banlieue, dont elle a une vision extensive, la mer de Chine,
et notamment le Japon, etc., ça, c'est des colonies chinoises. Hein, y a pas, donc, mais pour autant, et évidemment, elle est attentive à sécuriser ses approvisionnements en matières premières, donc en Afrique, etc. Et elle le fera sans ménagement, hein, avec une brutalité totale qui égalera celle des Occidentaux. Mais elle n'a pas ce désir de colonisation que nous avons eu et qui a porté les rêves d'empires occidentaux. Donc c'est là où, dans son projet de moyen terme, 2049, elle voudrait, 100 ans après la prise de pouvoir de Mao Tse-tung, être la première économie mondiale. Je pense qu'elle n'y arrivera jamais, hein, personnellement. Tout le monde n'est pas d'accord, mais que compte tenu justement de la faiblesse démographique et puis des erreurs de politique économique qui sont faites par l'actuelle équipe qui dirige le pouvoir, en réalité, quand on mesure le PIB chinois par rapport au PIB américain, dans les dernières années, il a diminué. C'est sidérant, mais alors que le pays est, en termes de population, 4 fois plus grand. Donc, enfin, il y a un futur économique brillant pour la Chine, hein, c'est évident. Et en matière d'intelligence artificielle, le patron de Nvidia américain lui-même l'a dit il y a peu de temps. Donc, il n'est pas question de contester ça, mais en tout cas, on voit mal la Chine s'installer dans la position de maître du monde, comme l'ont été les États-Unis ou le Royaume-Uni, c'est-à-dire en construisant un système pour créer de la loyauté avec les alliés et de la crainte vis-à-vis des ennemis, le tout ceinturé par une série d'organismes internationaux qu'elle contrôlerait. Crise qui est propre à presque tous les pays du monde, c'est la crise de la natalité. Vous dites, un pays au berceau vide aura les plus grandes difficultés à soutenir son rêve de puissance. Réellement, comment on sort de ça ? On a bien vu que les politiques natalistes étaient tout de même un échec. C'est vrai. C'est rare qu'on dise ça, mais je partage tout à fait votre avis. Il n'y a pas un pays qui a réussi à redresser la barre. C'est pas un. Même la Hongrie, hein, qui a mis le paquet. La Corée. En Corée, où le taux de fécondité est 65% en dessous du seuil de renouvellement. Pas rien. Les entreprises, maintenant, elles sont toutes attachées à prouver leur patriotisme. Et donc, elles publient le taux de fécondité de leur entreprise, de leurs salariés. Et évidemment, c'est la lutte pour arriver aux alentours de 2. Donc, elles incitent leurs salariés à faire des enfants. Et certaines grandes entreprises vont jusqu'à donner 50 000, 70 000 euros en cas de prime de naissance. Et ça marche pas. Et je pense qu'il y a là... je dis ça avec précaution, c'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité, mais il y a probablement une révolution anthropologique qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que l'idée même de transmission n'est plus nécessaire à l'équilibre psychologique des individus, parce qu'ils ont recentré leurs attentes sur leur propre vie. On peut s'en alarmer, le condamner, critiquer l'individu. Oui, enfin bon, comme ça. Hein. Et contrer une révolution anthropologique, alors vous pouvez le faire avec, je pense pas que ce soit les primes qui changent les choses, mais peut-être en facilitant l'acquisition d'un logement, en facilitant les modes de garde, évidemment. Mais vous avez une marge de manœuvre assez étroite. Et alors, c'est intéressant, parce qu'il y a certains géopoliticiens géopolitologues, qui disent on va vers un monde sans guerre, parce que des nations âgées ne se livrent pas la guerre. Et particulièrement en Chine. Et vous imaginez, aujourd'hui, avec la politique de l'enfant unique, si la Chine était en guerre, elle perdrait des hommes et des femmes. Mais ça veut dire que dans les familles concernées, il n'y aurait plus de descendants. C'est l'extinction de la famille. Quel pays peut supporter ça ? Est-ce que c'est pas une force de rappel, d'ailleurs, assez positive, finalement, quand on imagine les scénarios les plus noirs pour Taïwan, avec une confrontation avec les États-Unis ? Peu probable, vu l'état du monde actuel, parce qu'on imagine mal Trump aller combattre pour défendre Taïwan, mais c'est vrai que c'est une tendance planétaire. 2/3 des pays du monde vivent avec un seuil de natalité inférieur au seuil de renouvellement. Hein, c'est fou. Mais on fait quoi quand on a dit ça, François Langlais ? C'est-à-dire, qui sera la main-d'œuvre ? Qui seront nos soldats ? Comment se passe une société quand elle n'a plus d'hommes ? Margot, pensez au XIVe siècle, la peste noire, 1340. L'humanité diminue des 2/3, d'un tiers, de la moitié en Europe. Les gars ont dû penser que c'était la fin du monde. Hein. Ils sont trompés. Parce que l'inventivité humaine, l'instinct de survie, de développement, de l'inventivité
Tout ça, c'est quelque chose qui nous est consubstantiel. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, vous allez me dire, à 75 ans, on est probablement moins enclin à la survie, à l'inventivité qu'à 35. C'est vrai. C'est vrai, mais... Alors, le bon côté de la chose, c'est que le pic de la population mondiale va être atteint plus tôt prévu. Et que les déprédations que nous exerçons au détriment de la planète seront moins importantes. Merci beaucoup François Merci à Lermbled, vous. c'était fascinant.